Nous sommes vendredi 24 janvier 2025. Bienvenue sur Néon Info pour un nouveau numéro de décryptage. Devenu un repère des djihadistes et de bandits de la zone dite des trois frontières, un croisement entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger devient une priorité dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Après l'échec du G5 Sahel, les trois États fondateurs de l'AES envisagent la mise en place d'une force commune de quelques 5000 hommes pour éliminer le terrorisme de leur territoire. L'annonce a été faite le 21 janvier dernier par Salifou Modi, le ministre nigérien de la Défense. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Vers la mise en place d'une force unifiée pour lutter contre le terrorisme dans la zone dite des trois frontières ou encore le Likta-Kougrouma, que vous inspire ce projet de l'AES? C'est un très bon projet qui même à la limite arrive avec du retard parce que quand on mettait en place l'AES, l'argument le plus pertinent dans la mise en place de l'AES, c'est l'argument militaire, c'est l'argument lutte contre le terrorisme. Puisque vous avez trois pays qui sont confrontés presque exactement au même problème. J'ai dit presque parce que le Niger a une particularité avec l'aspect Boko Haram, qui pour le moment ne touche pas véritablement le Burkina et le Mali, mais le Niger est confronté à État islamique. Daesh, le Niger est confronté également au GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est ces mêmes groupes que l'on retrouve au Mali, c'est ces mêmes groupes que l'on retrouve au Burkina, bien sûr avec ce qu'on peut appeler les représentations locales. Et quand vous regardez ces groupes, ils mènent leur combat sans tenir aucunement compte des frontières. Aucunement. Mais comment on peut apporter une réponse à des gens qui mènent une lutte sans tenir en compte la frontière et vous les répondre en tenant compte de la frontière? Déjà, même quand on regarde les appellations qu'ils se sont données à l'époque, quand on nous parlait de Moujao, Moujao, le AO, c'est Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire ils n'étaient pas dans une logique d'un pays, mais ils étaient dans une logique beaucoup plus large. Quand on parle d'État islamique au Grand Sahara, mais ces gens ne raisonnent pas en termes de pays, ces gens raisonnent en termes de zone géographique. Mais si on veut avoir une très bonne réponse militaire par rapport à ces groupes terroristes, mais il faut effectivement revoir cette façon de dire ici c'est mon territoire, là-bas c'est le territoire de l'autre, et de regarder la menace comme étant une menace commune d'abord, et d'apporter une réponse qui va être une réponse commune. Donc sur ce plan, mettre en place une force entre les trois pays, indiscutablement, c'est quelque chose de pertinent comme réponse par rapport à la menace sécuritaire. Et dans le contexte actuel, qu'est-ce qui fera la force de cette force unifiée? La force se reposera sur plusieurs choses. La première chose, c'est le renseignement. On n'est pas dans une guerre conventionnelle, on n'est pas dans une guerre classique. Donc, il n'y a pas une armée qui est en train de faire face à une autre armée. Si c'était ça, nos armées auraient fini avec ces groupes terroristes depuis fort longtemps. Le renseignement joue ici un rôle capital parce que vous combattez contre un ennemi qui, quand il veut, apparaît, quand il veut, disparaît. Pas seulement dans ton pays, dans la disparition, il peut quitter un pays, aller au niveau d'un autre pays. Donc la question du renseignement ici va jouer un rôle extrêmement important pour pouvoir suivre les mouvements et pouvoir savoir où ces gens-là se trouvent, quel que soit le pays dans lequel ils sont. Il y a la mutualisation qui est également importante parce qu'il faut le dire, nos pays ont fait un effort, le Mali, le Burkina, le Niger, en termes de réarmement, mais il faut être très clair, ça ne suffit pas. Il faut être très clair là-dessus, ça ne suffit pas. Mais parce que ça ne suffit pas, quand on fait de la mutualisation, mais ça permet de mettre ensemble des forces, de mettre ensemble également des hommes. Mais ça donne une force de frappe qui n'a absolument rien à voir avec la force de chacun de ces pays pris individuellement. Et pour une partie du combat, je dis bien une partie, pas la totalité, parce que je ne suis pas partisan du tout militaire. Pour une partie du combat, il faut cette force de frappe sur le plan militaire, particulièrement avec les vecteurs aériens, jusqu'à ce que les groupes armés terroristes sentent qu'ils ne peuvent plus se déplacer et faire ce qu'ils veulent, ni dans un de ces pays, encore moins dans les trois pays. Troisième élément, la guerre, c'est les moyens financiers.
Ça permet également une mutualisation des moyens quand vous mettez ces trois éléments ensemble. Mais cette force, quand elle va être constituée, si les gens ils vont véritablement avec un engagement, comme cela a été déclaré par le ministre, cette force pourra permettre d'avoir des résultats supplémentaires par rapport aux résultats qui ont été obtenus jusqu'à présent. Et les trois pays faisaient partie du G5 Sahel qui n'avaient jamais réussi à décoller. Aujourd'hui à 3, quelles sont les capacités disponibles pour réussir cette mission? Ben, c'est vrai, c'est du G5-2. La Mauritanie et le Tchad qui n'y sont pas. Je dirais d'abord que ça ne suffit pas. Quand on a mis en place le G5 Sahel, c'était la critique que personnellement j'avais faite. Pourquoi 5? Pourquoi Sahel? C'est vrai qu'il fut un temps le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire n'étaient pas encore attaqués. Moi, à l'époque, je disais que tous ces pays doivent participer à la réponse sécuritaire. Qu'ils soient confrontés au problème ou pas? Mais bien sûr, puisque je disais tout à l'heure que ces groupes se donnent des noms. Quand vous regardez l'appellation, ce n'est pas un territoire, c'est une zone géographique. S'ils parviennent à s'installer dans un pays, ils n'hésiteront pas à traverser la frontière pour aller dans un autre pays. Le Sénégal n'a pas été attaqué jusqu'à présent. Mais dans cette réponse, il faut que les pays, au moins, de l'Afrique de l'Ouest se mettent ensemble pour neutraliser cette question du terrorisme au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le mieux, c'est la réponse africaine. Regardez les raisonnements que j'ai fait tout à l'heure en termes de renseignement, sur le plan militaire, sur le plan des hommes, sur le plan des moyens, avec 3 pays, mais faites le même raisonnement avec 30 pays. Mais quelle sera la force de frappe en ce moment? Et ça, on ne l'a pas réussi jusqu'à présent. Maintenant qu'ils fassent attention, le G5 avait 2 problèmes. On l'accusait d'être à la solde de la France, mais le G5 avait un autre problème, les moyens. Il faut le dire clairement. Mais le G5 n'a jamais été opérationnel à 100%. Les choses ont évolué. Ces 3 pays viennent de mettre fin à aux accords militaires, avec la France notamment, quoique en discussion avec d'autres partenaires. Mais quelle stratégie peut être efficace aujourd'hui sur le terrain? Mais la stratégie qui va être efficace, c'est d'abord que ces pays mettent en place un véritable schéma pour aller combattre ces groupes armés terroristes. Ce sont des militaires, ils savent très très bien de quoi je suis en train de parler. Quand je dis schéma, il ne s'agit pas de venir attaquer tout simplement, parce que comme je l'ai dit, nous sommes en face d'une guerre qui est plutôt une guerre asymétrique. Vous n'avez pas des ennemis qui sont quelque part, vous avez des ennemis qui se déplacent, vous avez des ennemis qui à un certain moment, pour préparer un coup, deviennent des populations civiles pendant 1 ou 2 mois, avec ce qu'on appelle les cellules dormantes, pour bien s'installer quelque part avant de frapper. Il va falloir qu'en termes de renseignement, qu'il y ait un véritable échange d'informations entre les pays et qu'il y ait le même engagement au niveau de chacun des pays pour qu'on ne se retrouve pas avec ce qu'on voyait au Mali. Rappelez-vous, à un certain moment au Mali, le matériel était là, militaire. Les hommes étaient là. Il y avait Barkhane qui a même fait 5000 hommes à un certain moment. Il y avait la MONUSCO. Vous avez même la présence d'Allemands, d'Américains, etc. Mais ces gens ne travaillaient pas de concert. Ça, il faut qu'ils tirent cette leçon-là. Il ne s'agit pas seulement d'avoir 5000 hommes, mais il faut avoir 5000 hommes de préférence dans un seul commandement où les objectifs sont définis ensemble, les stratégies sont définies ensemble, la lutte est menée ensemble. Avec cela, je ne dis pas qu'on finira avec le terrorisme, mais on verra des réponses supplémentaires, des victoires supplémentaires qui viendront s'ajouter aux victoires que l'on connaît déjà quand chacun de ces pays a fait monter en puissance son armée. Malgré tout, les groupes terroristes continuent de perpétrer des massacres et ces différentes attaques, justement, est-ce qu'ils ne remettent pas en question la capacité des forces armées nationales à répondre à la menace? Je disais tantôt que chacun de ces pays n'a pas suffisamment de moyens, ni suffisamment d'hommes, ni suffisamment d'argent. C'est une vérité. Prenez le Niger, le Burkina, le Mali, vous les mettez ensemble, ça donne quelle superficie? Ça fait partie de la difficulté. Une des forces de l'AES se sont étendues sur le plan géographique, mais ça va être également sa faiblesse sur le plan militaire, parce qu'il va falloir sécuriser un espace extrêmement large. Je parlais tout à l'heure de tous ces hommes militaires qui étaient sur le sol malien et qui ont été incapables de sécuriser un seul pays parmi les 3. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de stratégie. Puisque s'il faut prendre les 5000 hommes
les disperser dans les 3 pays, mais il est évident qu'on ne pourra pas résoudre ce problème. Régulièrement, on a chassé des terroristes dans une zone. Si vous n'avez pas suffisamment d'hommes pour pouvoir continuer à sécuriser la zone où vous avez chassé les terroristes et aller poursuivre les terroristes pour les chasser dans d'autres zones, mais vous avez une guerre bizarre où vous les chassez d'ici, ils vont ailleurs, vous les chassez d'ailleurs, ils trouvent encore un autre coin, puisque vous avez finalement laissé la première zone, pendant que vous vous battez ailleurs, ils reviennent se réinstaller là où vous les avez combattus en premier. Ça va être une énorme difficulté. Et c'est pourquoi je parle de stratégie dans cette affaire-là, parce qu'il faut le dire clairement, 5000 hommes, c'est beaucoup à l'œil de ceux qui ne savent pas ce que veut dire une guerre véritablement, mais quand vous regardez l'étendue des 3 pays, 5000 hommes, objectivement, ça ne sera pas suffisant. Le Bénin a subi un coup dur dernièrement et a perdu au moins 28 hommes sur les champs de bataille, une conséquence des tensions diplomatiques avec le Niger voisin, selon des analystes qui déplorent là également un manque de collaboration sur le plan militaire, les renseignements que vous avez pointés du doigt. Mais c'est tout à fait clair. Ceux qui attaquent le Bénin, ceux qui attaquent le Togo, d'habitude, ils viennent d'où? Est-ce qu'il y a un mouvement, un groupe armé terroriste au Bénin? Est-ce qu'il y a un groupe armé terroriste au Togo? Mais à chaque fois qu'il y a des attaques, on sait d'où viennent ces groupes. Mais d'où viennent ces groupes? Ils ont traversé une frontière. Et c'est là où la coopération militaire est extrêmement importante. Même si c'est vrai, ces pays ne s'entendent pas actuellement d'un point de vue orientation politique, mais il va falloir sur le plan militaire qu'on écoute le chef d'état-major général des armées du Bénin, qui malgré la situation de crise entre son pays et le Burkina, mais a dit clairement qu'il faut qu'il y ait une coopération sur le plan militaire. Il n'a pas dit sur le plan diplomatique, il a dit sur le plan militaire. Et il a raison parce que la lutte contre ces groupes armés ne peut pas attendre une crise diplomatique. Au contraire, la crise diplomatique qui divise ces pays qui doivent lutter contre ces groupes armés fait l'affaire des groupes armés. Parce que quand vous combattez des gens, au lieu que les gens se mettent ensemble pour vous combattre, ces gens-là se divisent, mais ils vous donnent l'occasion de pouvoir les combattre les uns après les autres. Donc c'est tout à fait pertinent que le chef d'état-major des armées du Bénin demande à ce qu'il y ait une coopération avec le Burkina, avec le Niger, puisque la zone où ils ont perdu 30 hommes, c'est cette zone où ces 3 frontières se retrouvent, comme ça se fait de l'autre côté, entre le Mali, le Burkina et le Niger. Ces 3 dernières années, la situation sécuritaire s'est particulièrement dégradée, notamment au Mali et dans des États voisins. La prise de pouvoir des militaires incarnait l'espoir. Dans ces conditions, comment espérer un avenir meilleur? C'est effectivement la réalité. Quand vous regardez les instituts spécialisés sur les questions de sécurité, le Mali et le Burkina aujourd'hui, c'est le cœur des attaques des groupes armés terroristes. Le Niger est moins attaqué. Ça ne signifie pas que le Niger ne l'est pas. Mais au Mali et au Burkina, les attaques se sont multipliées. Il y a plein de civils qui sont tombés. Il y a des militaires également qui sont tombés au niveau de ces attaques, malgré les efforts que les militaires ont faits, malgré la montée en puissance des armées. Et je me dis que cette force commune qu'on vient de mettre en place a pour but d'apporter déjà une réponse à cette situation-là. Puisque on ne peut pas laisser les populations civiles, on ne peut pas laisser les militaires être massacrés par des gens qui ne sont même pas capables de vous dire c'est quoi leur feuille de route, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour un pays. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Pour lutter, pour réussir ce combat, je disais que je ne suis pas pour le tout militaire. Il faut tarir un certain nombre de sources. La première source à tarir, c'est le recrutement. Cette guerre dure depuis un certain nombre d'années. Mais il va falloir, pas seulement avec des armes, mais en comprenant qu'est-ce qui se passe dans ces milieux, savoir comment faire pour faire en sorte que ces gens ne puissent pas continuer à recruter au niveau de la jeunesse. Mais pour le faire, il y a un autre combat qu'il faut mener en termes de cohésion sociale au niveau de nos pays, en termes également de développement qui se fasse sur la base de l'équité territoriale pour qu'on ne soit pas dans un pays où on a l'impression que certains dans le pays sont mieux servis par rapport à d'autres. Et ça, ce n'est pas du militaire. Il faut tarir également le financement. Je disais tout à l'heure que quand des pays doivent aller en guerre, il y a le moyen financier qui compte. Mais c'est valable également pour les groupes armés terroristes. C'est valable. Mais eux, ils sont en train de se servir. Quand vous lisez les rapports qui ont été produits, ils se servent parce qu'il y a de l'or,
il y a les minerais dans ces pays, ils s'en servent. Et quand je dis ils s'en servent, ce n'est pas de petites quantités d'argent. Les zones où ils sont, la zone avec le Burkina, le Bénin et le Niger, ils font du trafic actuellement des animaux sauvages. Quand on regarde le rapport de l'ONUDC, ils disent que cela leur a apporté en une année 400 millions de dollars. Donc il faut pouvoir tarir également cette source de financement de ces groupes armés terroristes, parce que comme on le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas d'argent, il va être difficile de continuer la guerre. Si on prend ces deux éléments, plus l'aspect militaire, mais on peut espérer dans un futur, peut-être pas proche, mais au maximum moyen, finir avec cette insécurité. Le conflit entre Israël et le Hezbollah, ou encore le conflit entre la Russie et l'Ukraine, démontre une certaine stratégie. Quand on regarde un peu l'actualité et des précisions pour atteindre des stratégies militaires très précises pour atteindre différentes cibles. Au Sahel, pourquoi peine-t-on à atteindre efficacement des troupes terroristes? Y a-t-il une explication à cela? La première explication, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est une guerre asymétrique. Vous avez une guerre entre une armée que l'on connaît, qui porte des tenues avec ses voitures, qui est facilement identifiable. Avec un groupe qu'on ne parvient pas à identifier, puisqu'il n'y a pas de tenue, il n'y a rien d'extraordinaire, ils n'habitent pas dans un endroit précis. Si vous avez vu les reportages qui ont été faits parfois par les télévisions du Burkina et autres sur des gens qu'on a arrêtés, les conditions dans lesquelles ces gens vivent dans la forêt, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas une messe à faire sur ce plan-là. Le deuxième élément, sur le plan militaire, ceux qui vendent les armes ne vendent pas toutes les armes. Parce que le pays, dans sa propre stratégie de sécurité, fait en sorte que on vend des armes qu'on va aller tester, mais il fait en sorte, lui, de garder les meilleures armes pour lui-même. Parce que sur le plan militaire, il y a cet énorme espionnage qui est là pour voir qu'est-ce que l'autre a, pour pouvoir essayer de reproduire la même chose ou bien de faire plus que ce que l'autre a, qui est un obstacle. L'autre obstacle, c'est que quand on veut combattre ces gens, les drones sont là. On n'en avait pratiquement pas dans nos zones. Mais quand les drones sont arrivés, mais tout le monde a vu que les drones ont commencé à apporter un résultat supplémentaire dans cette lutte. Bien que nos gens n'étaient pas des habitués, il a fallu les initier rapidement. Il y a eu des erreurs, parfois on a frappé sur des populations civiles, mais qu'on ne croit pas que c'est chez nous seulement. En Afghanistan, les États-Unis, malgré tous leurs moyens techniques, ont trouvé un mariage. Ils ont pensé que c'était les talibans, ils ont bombardé un mariage. Donc il y a des erreurs, c'est dommage. Mais il faut le dire, la guerre propre n'existe nulle part. La guerre, elle est toujours sale. C'est dommage, mais il faut qu'on le prenne de la sorte. Donc, on le dit tout le temps, comment les gens ont fait 400 djihadistes se sont levés quelque part avec des motos, pourquoi on ne les a pas vus? On va les voir avec quel œil? Est-ce que nous avons les moyens de faire voler des drones 24 heures sur 24? Il faut que les gens également pensent à cela. Dans le renseignement humain est aussi important que le renseignement avec les vecteurs aériens, et dans le renseignement humain, on a des difficultés. Et pour terminer sur le plan diplomatique, l'AES mettra bientôt en circulation de nouveaux passeports pour leurs ressortissants. Oui, ça il fallait s'y attendre, puisque quand on regarde l'AES, quand on regarde tout ce que l'AES veut faire, quand je le dis, on se fâche contre moi, mais vous avez des aspects positifs qui sont incontestablement au niveau de la CEDEAO. Ce n'est pas parce que l'AES est sortie de la CEDEAO qu'ils vont renoncer à ces aspects. Il y a déjà le passeport de la CEDEAO, il y a la pièce d'identité de la CEDEAO. Il est tout à fait logique que quand vous l'abandonnez, que vous le remplaciez par autre chose. C'est un élément supplémentaire d'intégration des trois pays. Et justement, la date butoir pour confirmer le divorce entre la CEDEAO et l'AES approche, c'est pour le 26 janvier prochain. On peut dire que le divorce n'est pas encore là officiellement, c'est-à-dire on n'a pas encore signé. C'est comme quand on va au tribunal avec sa femme, il y a tout un ensemble de procédures. Même quand vous dites c'est fini, il faut s'occuper des biens, comment on va les partager, il faut s'occuper de la garde des enfants. Il faut dire que c'est ce qui se passe actuellement. Il y a un divorce qui est là, mais des gens étaient associés pendant un certain nombre d'années. Il faut qu'on remette les choses en ordre, et c'est ce qui avait été décidé lors du dernier sommet de la CEDEAO. Ordre avait été donné pour discuter avec chaque pays pour que le divorce se fasse, de préférence à l'amiable. À l'amiable. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.